Bonjour, aujourd'hui tu vas découvrir La Reine des fourmis a disparu. C'est un excellent livre qui a été écrit par Fred Bernard et illustré par François Roquin. C'est mon livre coup de cœur de la semaine et je vais tout de suite te faire découvrir la 4e de couverture. On a enlevé notre reine! Ce cri résonne dans ma tête comme dans celle de milliers de fourmis, et il me semble qu'il hante encore les galeries de la fourmilière. Notre reine, notre mère à tous, a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin, dira-t-on. Et c'est moi, Mandibule de Savon, qui suis chargée de l'enquête. Je suis à la fois détective et représentant de la loi de la jungle au sein de la tribu des fourmis rouges. Ma mission, mettre la main sur celui ou celle qui a enlevé notre très chère reine pendant la nuit. Donc, tu as compris l'intrigue, la reine des fourmis rouges a disparu. Et donc c'est Mandibule de Savon, qui est le détective, qui est une fourmi rouge, qui va devoir relever les indices et découvrir qui a enlevé la fameuse reine des fourmis rouges. Donc toi, tu vas, au fil des pages, essayer de relever des indices et peut-être essayer d'aider Mandibule de Savon pour trouver le coupable et ramener la reine des fourmis dans sa forêt tropicale natale. Donc, tu découvres ici Mandibule de Savon, qui est accompagnée d'une autre fourmi rouge qu'on ne connaît pas encore. Et hop, voilà un indice, déjà. Nous commençons. La reine des fourmis a disparu. On a enlevé notre reine. Ce cri résonne dans ma tête comme dans celle de milliers de fourmis, et il me semble qu'il hante encore les galeries de la fourmilière. Notre reine, notre mère à tous, a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Donc cela signifie que autant chercher quelque chose qui est presque introuvable. Et c'est moi, Mandibule de Savon, qui suis chargée de l'enquête. Je suis à la fois détective et représentant de la loi de la jungle au sein de la tribu des fourmis rouges. Ma mission, mettre la patte sur celui ou celle qui a enlevé notre très chère reine pendant la nuit. Pour me seconder dans mes recherches, on m'a confié un jeune assistant, Élytre de lait. Moi, je l'appelle Élie tout court. Pour le moment, le mystère est entier. Heureusement, un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille. Il s'agit d'un poil perdu par l'agresseur, sans nul doute. Je l'ai découvert dans la chambre de la reine, parmi les débris du plafond. Mais à qui peut appartenir ce fameux poil? Donc voici le premier indice. Je vais essayer de zoomer pour que tu observes bien ce fameux poil qui va se révéler très utile pour l'enquête. Mon acolyte, mon compagnon, a pensé immédiatement aux Indiens qui viennent parfois chasser alentour. Certes, ils se nourrissent de grosses larves blanches et autres insectes, mais ils ont des cheveux noirs et raides et n'ont jamais eu un poil au menton. Élie a encore beaucoup à apprendre.
soit dit entre nous, c'est pour cette raison qu'il est mon assistant. Dans un premier temps, je décide d'aller voir Socrate, le gros singe et sa bande qui logent au-dessus de notre camp. Ce vieux sage un peu fou a bien toutes sortes de poils sur le dos, les mains, les fesses et le nez. Mais aucun d'entre eux ne ressemble à notre poil. Mon assistant l'interroge, mais Socrate n'a rien remarqué cette nuit-là. Il a dormi comme un loir, donc il a beaucoup dormi, ce qui n'a rien d'étonnant pour un vieux singe de son espèce. Notre enquête s'annonce plus compliquée que prévu. Nous allons devoir élargir notre périmètre d'investigation. Donc, ce ne sont pas les Indiens et ce n'est pas le singe Socrate, car il n'a aucun poil qui ressemble à celui qui a été trouvé. Quel est ce nouvel animal? Élie, mon assistant, et moi allons donc au bar des pucerons pour poser quelques questions. Toutes les fourmis rouges qui s'y trouvent sont persuadées que ce sont les fourmis noires qui ont fait le coup. Merci les gars, mais ce serait un peu trop simple. Ces fourmis-là ne voient pas plus loin que le bout de leurs antennes, et puis on ne leur connaît pas d'autre poil que celui qu'elles ont dans la patte. Après un petit verre pour nous donner du courage, nous allons rendre visite, un peu à reculons, à notre ennemi juré, Édouard le Tamanoir. L'entrevue, le rendez-vous, est très court, car sa langue est longue. Nous avons juste le temps de nous esquiver et de conclure que ses poils n'ont vraiment rien à voir avec le nôtre. Donc, ce n'est pas non plus le tamanoir. Et ce ne sont pas non plus les fourmis noires, car elles n'ont pas de poils, tout simplement. Sur la route qui nous mène chez les rats, nous croisons la panthère noire qui, comme son nom l'indique, n'a aucun poil de couleur claire. Ça ne peut donc être elle. Elle passe son chemin sans même nous adresser le regard chavirant dont elle a le secret et ignore souverainement les questions d'Élie. Voilà certainement l'animal le plus fier de la forêt. Elle m'apprend que les plus grandes familles de puces se battent pour vivre sur son dos. Seules les puces de luxe ont le privilège de loger dans son soyeux pelage noir. Les autres se contentent, qui d'un cochon, qui d'un rat, et finalement se retrouvent dans le ventre de la panthère. Nous arrivons justement à l'entrée des galeries des rats. Un boa splendide s'en échappe. Nous restons un moment émerveillés par les magnifiques dessins que forment ces écailles. Tout le monde sait que les serpents n'ont pas de poils. Mais Élie m'affirme qu'une légende indienne parle d'un serpent à plumes. Il m'énerve quand il étale sa science. Nous attendons que son long corps ait fini de défiler devant nous pour nous introduire dans le souterrain. Le terrier est vide. Le boa vient de dévorer toute la famille des rats et les poils qui gisent sur le sol sont beaucoup plus courts que le nôtre. Donc, ce n'est pas la panthère car ses poils ne sont pas de couleur claire et ce ne sont pas les boas ni les rats. Donc, on a déjà éliminé quelques suspects. Continuons. Vient ensuite le tour d'Émir, le tapir, qui vit près de la rivière. Mais ses poils creux qui l'aident à flotter dans l'eau sont énormes par rapport à notre poil. Bon, j'en profite quand même pour interroger une de ces puces. Elles s'y connaissent, elles, en poil. Mais celle-ci n'a jamais vu un poil pareil. Mon assistant me fait remarquer qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il m'agace. Je pense alors aux bébés jaguars qui vivent dans les arbres de l'autre côté de la rivière.
eux, ils ont de petits poils clairs. Nous sautons sur une feuille qui passe au fil de l'eau et nous accostons sur l'autre rive. Les bébés jaguars sont là, qui barbotent entre les racines des grands arbres, sous l'œil vigilant de leur mère. Mais ce ne sont pas encore les bons poils, trop brillants et trop soyeux. Nous rentrons donc bredouilles et déçus au camp et passons la soirée au bar des pucerons. Mon assistant me rappelle que nous ne pouvons pas vivre longtemps sans notre reine-mère, celle qui a disparu. Déjà, le manque de naissance se fait sentir car elle pond quelques 142 857 œufs par jour. Les fourmis noires pourraient en profiter pour nous attaquer. Il a raison, le petit imbécile. Qu'est-ce qui lui prend de raisonner si bien ? Après quelques gouttes d'alcool de puceron, je réalise que c'est moi l'imbécile et le gros. Nous sommes en train de passer en revue tous les mammifères, alors que je connais des insectes qui ont eux aussi des poils. Apollon, le grand papillon de nuit, a plein de poils et ses enfants, les chenilles, en sont couverts. Donc, on a éliminé le jaguar car ses poils sont plus soyeux et brillants. On a éliminé le tapir car le tapir a des poils creux. Mais Mandibule de Savon vient de penser aux insectes, aux papillons et aux chenilles, qui ont des poils. La nuit est tombée depuis un moment, il n'y a pas un instant à perdre. Apollon est là, qui tournoie devant la lune. Nous grimpons au sommet du plus grand arbre et lui demandons d'approcher. Les grands yeux dessinés sur les ailes m'impressionnent, mais je fais mine de rien. Étonné par notre demande, mais fier de sa véritable fourrure, si rare chez les insectes, il consent à nous montrer ses poils. Encore raté. Ils sont bien plus fins et légers que le nôtre. Ce n'est pas le papillon. Alors, un peu déçu, je demande à voir ses chenilles. Mais le grand papillon me prévient que leurs poils sont très urticants. Or, le nôtre ne gratte ni ne pique. Les poils urticants, ce sont les poils qui grattent et qui piquent, qui sont douloureux. Apollon et ses enfants sont donc innocents. Ils demandent à tout hasard si nous avons rendu visite à Ursule, la tarentule. Ursule, c'est la plus grande araignée de la forêt, la plus poilue et la plus dangereuse aussi. Je l'avais oubliée, celle-là. Chemin faisant, Élie, mon assistant, avoue qu'il avait pensé à la tarentule dès le début, mais qu'il n'avait pas tellement envie de la voir de près. Je ne réponds rien. Ce n'est vraiment pas le moment de craquer. Ursule, la tarentule, loge sous une vieille souche couverte de ses toiles d'araignée. Mon fidèle assistant prétexte de garder l'entrée pendant que je m'avance dans l'antre et en évitant soigneusement les fils collants. 8 yeux brillent dans l'ombre et m'interrogent. Je m'explique. Plus inconscient que courageux, je demande à Ursule de voir les poils qui couvrent son énorme abdomen. Ursule, bizarrement, se révèle sage et compréhensive. Elle est triste car elle n'a pas revu son mari depuis 2 jours. Il a disparu, lui aussi. Étrange. Dépité, je rejoins Élie qui m'attend tout tremblant. Il est fier de moi, comme si je n'avais peur de rien.
En fait, je réalise que ma mission est un échec. Je vais m'asseoir sur la corolle d'une orchidée et regarde machinalement la colonne des ouvrières. Ellie me rejoint. Les fourmis travaillent inlassablement sans se poser de questions. Elles accumulent des milliers de vivres dans les réserves et les brindilles pour la construction de la fourmilière. Tout à coup, je remarque que certaines d'entre elles transportent d'étranges choses. Je m'élance et cours le long de la colonne, remontant le courant des ouvrières qui traînent des petits objets inconnus. Je vais zoomer pour que tu observes mieux ce que transportent les fourmis ouvrières. Donc là, tu as plusieurs indices. Ellie me suit avec le poil. Toujours là. Mon sixième sens, qui jusqu'ici m'avait laissé tomber, m'indique que je suis sur la bonne voie. Tout à coup, je débouche sur une immense rivière de terre rouge dont la surface est couverte de marques bizarres. Ça te fait penser à quoi? Les ouvrières viennent d'ici. Tout autour, c'est la désolation. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Que s'est-il passé? Qui a saccagé la forêt? Mon assistant me fait signe. Il vient de trouver un poil identique au nôtre. Nous voilà donc avec 2 poils sur les pattes, le long d'une cicatrice de terre qui file à perte de vue dans la forêt. Et toujours pas de solution concrète à notre problème. Je dois l'avouer, cette affaire me dépasse. À mon avis, le Conseil des sages devrait se réunir pour choisir une nouvelle reine au plus vite, parmi les plus jeunes princesses. Quelque chose de grave est passé ici et a emporté notre reine-mère. Quelque chose de terrible, de bien plus dangereux que les fourmis noires, la tarentule et le tamanoir réunis. C'est mon 6e sens qui me le dit. Regarde bien. Mon assistant, Ellie, me demande ce que nous allons faire maintenant. Il nous faut réfléchir. Tout à coup, un vol de perroquets multicolores décolle à la lisière de la forêt saccagée, en même temps qu'une idée brillante traverse mon esprit. D'instinct, je sais qu'il nous faut remonter la cicatrice de terre par la gauche. Donc, Mandibule veut remonter cette cicatrice de terre par la gauche pour essayer de trouver à qui appartient ce fameux poil. Et essayer de trouver la reine-mère par la même occasion. Nous marchons des heures dans ce qui nous semble être l'empreinte d'un gigantesque serpent aux écailles saillantes. Il parle des traces. Le soleil tape dur dans ce désert de terre pour des fourmis qui sont habituées à vivre dans l'ombre et l'humidité de la forêt vierge. Je conseille à Ellie de se munir d'une feuille d'arbre et de la porter à la manière d'une ouvrière afin de nous protéger des rayons brûlants du soleil. Une nuit d'encre vient de remplacer rapidement la lumière vive de la journée lorsque des ombres inquiétantes nous font stopper net. Un frisson glacé nous traverse à la vue de ces énormes bêtes, de ces insectes immenses qui se dressent vers les étoiles, immobiles, comme hypnotisés ou bien morts. Mais de quels insectes parle-t-il?
Ces insectes morts, immenses, ont des mâchoires et des dents effrayantes, des pattes bizarres, une petite tête au bout d'un long cou levé vers le ciel à la façon d'une mante religieuse. Nous nous approchons, enfin, je m'approche, car Ellie, lui, est resté caché sous sa feuille. Il est pétrifié. La carapace des monstres est extrêmement dure et froide. Ces gros insectes sont bien morts. Je vais te montrer de quels insectes Mandibule parle. Donc toi tu reconnais un avion, mais pour Mandibule qui n'a jamais vu cet engin, c'est un insecte, un énorme insecte qui est mort, qui a des mâchoires puissantes, des dents qui sont effrayantes. Il dit même, à moins que ce ne soit leur chrysalide ou leur mue, comme les serpents, abandonnés et qu'ils soient partis sous d'autres cieux, à la façon des papillons, des libellules ou des cigales. Je fais signe à mon froussard d'assistant de me suivre. Une petite lumière brille près d'ici. Nous nous faufilons vers elle, entre les monstres menaçants. Elle provient d'une petite cabane faite de la même matière que les monstres. Soudain, je sens l'odeur d'un chien, un gros chien jaune qui dort devant la cabane. Nous nous glissons sous son épaisse fourrure, bien décidés à passer le reste de la nuit au chaud. Il y a la quantité de puces tellement gavées et repues qu'elles sont incapables de répondre à nos questions. Donc c'est la fin de la première vidéo. Toi, tu sais bien que Mandibule n'a pas découvert un insecte gigantesque et mort, mais que c'est un avion. Que tous les indices, toutes les traces qui étaient dans le sable mènent jusqu'à cet avion. Est-ce que la personne qui a enlevé la reine des fourmis est dans cet avion ou dans la petite maison qui est à côté? Est-ce que la reine des fourmis est dans cet avion ou dans cette petite maison? Est-ce que ce chien est au courant de quelque chose? Tu auras toutes ces réponses dans la deuxième vidéo.